Les murs ont des oreilles, mais ils ont aussi des mains pour écrire, des bouches pour parler et peut-être même des nez pour respirer. C'est en tout cas le sentiment que donne la lecture de l'ouvrage « Tiens, ils ont repeint 50 ans d'aphorismes urbains de 1968 à nos jours », documenté par Yves Pagès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et éditeur. Pourquoi et comment vous êtes lancé dans cette collecte de plus de 4000 murmures de murs qui donne aujourd'hui lieu à cet ouvrage publié par les éditions La Découverte? Bon, alors c'est ancré probablement dans tout simplement un usage de lecteur de graffiti que j'ai eu durant mon adolescence. Je suis né à côté dans le quartier des Halles. Voilà, j'ai vu fleurir durant cette adolescence, durant les 70s, donc j'ai vu fleurir beaucoup de ce qui restait de graffiti subversivo, poétique, qui pouvait y avoir encore sur les murs dans la lignée un peu des graffitis de 68. Donc j'ai d'abord été lecteur, attentif, amusé, et puis ensuite, il m'est arrivé moi-même d'en faire par-ci, par-là, quand j'étais jeune adulte, comme on dit, ou étudiant un peu énervé, etc., à différentes périodes de ma vie. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a ce souci de la collecte, est arrivé beaucoup plus tardivement, il y a une dizaine d'années, probablement au moment même où je faisais d'ailleurs, je créais un petit site voilà, de chantier un peu littéraire que j'avais envie de mettre à ciel ouvert. Et à ce moment-là, j'ai commencé, après l'achat aussi d'un appareil photo numérique, parce que tout ça, en fait, finalement, c'est des usages qui changent un peu le regard qu'on a sur les choses, et où là, je me suis mis à en photographier, puis petit à petit, avec l'idée de les transcrire en respectant un certain nombre de choses. Et puis la liste augmentant, je l'ai mise en ligne sur mon site. Et puis petit à petit, des centaines, des milliers. Et puis à ce moment-là, on est face à un corpus débordant qu'il faut bien en faire quelque chose peut-être. C'est un genre à part entière, le graffiti? Alors moi, j'aimerais bien que ce soit... un de mes soucis est que ça deviendrait un genre littéraire qui s'établirait sur des zones de contact entre l'oral et l'écrit, puisque finalement le graffiti porte beaucoup de la syntaxe orale, des usages de la langue collective orale. C'est un peu des brèves de comptoir, mais transposées sur les murs. Donc c'est un genre bâtard. Hein. Et la bâtardise est aussi très très intéressante pour moi en littérature, au sens où voilà, les problèmes de canon et de genre séparés font un peu mourir la littérature. Donc pour moi, finalement, assumer le cadavre exquis de tous ces graffitis, c'est aussi essayer de dire, regardez, en dehors, hors les livres, il se passe aussi des usages littéraires de la langue. Et qu'est-ce qui distingue un graffiti politique d'un graffiti qui ne le serait pas? On va à chaque fois être dans des nuances, parce que, en tout cas, dans la tradition post-situationniste du graffiti, les graffitis de 68, on le sait, pour les plus connus et récurrents, étaient un peu recopiés, souvent étaient même des citations du traité de savoir-vivre de Raoul Vandegem ou d'autres textes situationnistes. Ensuite, ça fait des petits. Les gens s'en inspirent, les gens se déforment, les gens font des variantes avec. Mais alors, il y a quand même, vous le remarquez, des moments d'explosion de graffiti. Hein. Il y en a qu'on connaît comme mai 68. Il y en a des plus anciennes, la Commune ou alors les palissades du baron Haussmann. Oui, ben ça c'est ce que j'ai retrouvé en le citant d'ailleurs dans la postface de travail de Philippe Artière. Donc je pense que, en effet, il semble qu'il y ait déjà eu une première, un premier usage des graffitis au moment des grands bouleversements et des travaux haussmanniens sur les palissades. Et ça c'est bon. Ensuite, avec une répression immédiate, enfin une répression, une censure et une inquiétude des pouvoirs publics immédiat par rapport à cette explosion de paroles. Ensuite, c'est vrai que tout au cours du 20e, il me semble que, bon, il y en a un peu, mais moi, par exemple, ça ne m'intéresse pas tellement le graffiti qui serait simplement un sigle ou un mot, ou juste la copie à l'infini du nom d'un parti ou d'une organisation. Moi, par exemple, je n'ai mis aucune nom d'organisation ni de parti là-dedans. C'est pour dire que ce politique, poétique, voilà, moi je veux qu'il y ait déjà au moins une phrase. Cette phrase peut être un slogan, mais moi j'aime évidemment quand ce slogan est un peu subjectivement investi et que tout d'un coup il est légèrement déviant, il est légèrement dans des ironies, dans des seconds degrés ou des fautes d'orthographe qui disent aussi voilà, le rapport non érudit à la culture des scripteurs. Enfin voilà, donc la limite, pour en revenir à ce que j'avais oublié, la limite entre le poétique et le politique,
Bah, elle est ténue. Et c'est en fait le lecteur lui-même de graffiti, le piéton, qui va lui-même dans son interprétation le voir. Mais c'est vrai que le, voilà, le pur mot d'ordre politique, moi, m'intéresse moins évidemment que le moment où ça commence à trembler, à vibrer un peu vers autre chose. Mais parce que la question que je me posais, c'est est-ce qu'en gros, l'apparition des graffitis inventifs, hein, ceux que vous cherchez, elle correspond à des moments politiques particuliers. Il y a la Commune. Alors, le baron Haussmann, c'est un peu différent. C'est à la fois, effectivement, Paris qui se transforme, mais aussi la création de supports avec ces palissades parce que Paris est C'est transformé. le support. Inversement, est-ce qu'on peut repérer des moments d'atonie de l'invention verbale et murale, par exemple, les années 80, où là, c'est pas très intéressant? Alors, ben, alors là, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai fait. Évidemment, j'ai aussi l'ambition de faire un corpus, puisque j'en ai fait, il y en a entre 4 et 5 000, et j'en ai encore 1 000 ou 2 000 que j'ai pas mis, parce que je les trouvais trop proches. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est partiel et partial, mon choix, mais enfin, quand même, ça commence à faire une somme qui devient significative. Alors, ensuite, il ne faut pas se leurrer. Comme les graffitis des années 70-80, je les ai beaucoup trouvés dans des archives, dans des revues. Il y en a assez peu qui circulent sur Internet, parce que les photographes de cette époque-là, ils les gardent, etc., où ça a une valeur. Voilà. Donc en fait, moi, je ne peux pas totalement me fier au nombre quantitativement que j'en ai trouvé. Ça serait méthodologiquement complètement faux. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'il me semble que ça commence à disparaître un peu, ce graffiti textuel, voilà, vers 82, 83, 84, 85, où il y a en effet, en tout cas, dans l'agitation subversive du graffiti, c'est vrai que là, il y a une descente aux enfers, ça c'est assez clair. Il y a un autre phénomène qui est l'apparition et l'influence du graphe et du tag qui va lentement monter, et puis ensuite de sa version street art, c'est-à-dire vraiment purement artiste. Et ben, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça diminue aussi le texte. Parce que on arrive au blaze, au pur nom comme ça qui balise territorialement les choses, où il n'y a plus de phrases, où il n'y a quasiment plus de sens, il n'y a plus qu'un signifiant. Donc c'est un double mouvement qui fait qu'en effet, moi j'ai une impression, mais qui peut être fausse, mais mon Dieu, que des sociologues, des ethnologues, des anthropologues, etc. s'y mettent. Moi c'est aussi mon but, c'est aussi de dire, c'est une vraie matière, qui fait écho à la société et à ses marges, ou je ne sais pas comment il faut les définir, et qui mériterait attention que je ne peux pas avoir, mais oui, entre 85 et 95, je pense qu'il y a non pas une aporie, mais qu'il y a une nette régression du graffiti de rue. C'est aussi mon impression visuelle. Mais, et en effet, incontestablement, et plus récemment, c'est très frappant, du graffiti politico-ironistico-poétique ont ressurgi de façon massive, et pas du tout uniquement à Paris, mais dans toutes les villes, et au cours disons, des 3-4 dernières années, avec l'émergence de luttes sur la loi travail, tout ça, c'est extrêmement frappant. Ensuite, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Sur effectivement ce moment, hein, de la loi travail, qui a été un moment pour quiconque a fait ne serait-ce qu'une manifestation, il y a eu une lecture des murs qui encadraient ou entouraient ceux qui manifestaient là. En même temps, on repérait des écritures quasiment. Est-ce qu'on peut savoir sur un corpus comme ça de centaines ou de milliers de graffitis, combien il y a d'auteurs? Des fois, on a l'impression qu'il y en a assez peu. Mais voilà, c'est encore des questions. Je ne suis pas le sociologue, moi je suis le collecteur. Donc, en fait, ce que je pense, c'est qu'en effet, il y en a assez peu parce que l'un des éléments, c'est le graffiti sur la voie publique, et en particulier ce graffiti, y compris en cours de manifestation, avec des bombes aérosols, est extrêmement pénalisé de plus en plus. C'est extrêmement dangereux. Les gens ne comprennent pas que la moitié des gens qui se mettent des cagoules, c'est aussi pour échapper à la sanction ensuite qu'ils auraient s'ils le faisaient à visage découvert. Ça ne recoupe pas non plus le graffiti que les gens font hors ces moments-là et pas au marqueur ou plus discrètement. Globalement, ceux qui font des graffitis à la bombe aérosol sont peu nombreux. C'est évident, c'est une prise de risque trop grande. Par contre, je veux dire, il y a d'autres genres de graffitis auxquels je ne me suis pas forcément énormément attardé. Le graffiti de toilette, qui est un graffiti quand même très important et qui, à mon avis, comporte, vu qu'on peut le faire à l'étroit et tranquillement et clandestinement sans aucun problème, il y a des milliers de gens qui passent à l'acte dans les toilettes à écrire un petit graffiti, beaucoup plus que sur la voie publique. Et puis un autre type de graffiti qui est très très frappant et qui est né juste après 68, pas pendant 68 mais juste après, c'est le graffiti sur les publicités dans le métro. Ça par exemple c'est quelque chose qui a une continuité assez importante et qui n'est pas uniquement faite par des activistes anti-pub.
Vous prenez n'importe quelle ligne de métro, alors peut-être pas dans tous les quartiers, mais vous allez voir des commentaires, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'écrit, et puis les publicitaires maintenant font semblant aussi d'écrire leur slogan publicitaire en graffiti, et ça provoque commentaires. Donc ce passage à l'acte, là je pense que les scripteurs sont beaucoup plus nombreux. Voilà, donc il y a plusieurs familles, enfin bref, c'est un vrai boulot de recherche que je ne saurais faire moi-même. Et comment elle a évolué, cette police du graffiti, en 50 ans d'aphorisme urbain? La police, alors c'est la police de caractère, bon, ça, je veux dire ou la police, la répression, les deux. D'abord la répression. Ouais. Non, la répression, elle est de plus en plus massive, et ça, c'est un phénomène très intéressant parce qu'il est à rebours, par exemple, de mes intuitions. Moi, je suis un peu tombé dans le Foucauldo-Deleuzisme quand j'étais post-adolescent. Et donc, moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'on est moins dans une société de censure, plus dans une société de saturation et de contrôle, etc. Donc, je suis étonné de voir comme, sur la question du graffiti, on est encore vraiment dans une répression systématique et de ceux qui les posent, et dans un effacement, donc dans un acte qui ressemble à de la censure. Ensuite, on peut s'intéresser au fait que la censure est, à mon avis, minime. Oui, quand il y a sur tel bâtiment public un graffiti politique qui peut apparaître dangereux, ou au cours d'une manifestation sur une banque, y compris une banque fracassée, il est évident que la priorité des pouvoirs publics va être immédiatement d'effacer le message, parce qu'il ne faudrait pas que les gens se mettent à rire d'un acte délictueux. Mais pour les 9/10, ce n'est pas le signifié, ce n'est pas ce qui est écrit sur les murs qui pose problème au point qu'on aurait besoin de l'effacer parce que ça serait dangereux. Non, on a besoin que les murs soient blancs. On a besoin que ce soit propre. Donc c'est un souci plutôt d'hygiène et de repollinisation de la ville pour des raisons de gentrification, etc., et d'immaculation des quartiers résidentiels, plutôt qu'une censure qui serait vraiment une censure dirigée contre les modes d'expression et le côté sulfureux verbalement de ce qui est écrit sur les murs. Voilà, mais là, c'est encore des analyses, moi, que je trouverais utile d'affiner. Alors, puisque dans ce livre, il y a de nombreuses photos, parce qu'un graffiti sans son cadre, c'est un peu comme une phrase sans son contexte, je propose qu'on en prenne quelques-unes, puisqu'on a une émission qui s'appelle Décryptage. Celui-là. Alors, l'évidence, bon, ben, moi, ça a plusieurs caractéristiques. Ça fait partie de ce qu'on appelle des graffitis semi-récurrents, c'est-à-dire que je l'avais déjà vu sous une autre forme qui c'était l'évidence sur un trottoir. Pour le dire autrement, ça c'est intéressant. Il y a des graffitis sur les murs et puis il y a aussi des graffitis sur un trottoir. Ça c'est dans le quartier des Halles, je m'en souviens. C'est moi qui ai pris la photo, je m'en souviens. Il faut que je m'en débarrasse de d'ailleurs toutes ces mémoires là. Et voilà, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots entre le calembour, entre le jeu de mots un peu surréaliste, comme ça, poético-calembour. Ça, c'est une tradition alors peut-être très liée à notre usage de la langue et liée à l'histoire de la poésie du XXe siècle. Hein. Donc c'est vraiment très fort. Et toujours la question de s'interroger, je l'ai revu plusieurs fois, est-ce que c'est le même scripteur? Ou est-ce que c'est finalement, ce qui est une pratique énorme dans le graffiti, quelqu'un qui l'a vu, à qui ça a plu, parce qu'il faut dire aussi que les graffitis sont massivement plus sur les murs maintenant, ils sont sur les Tumblr, via les réseaux sociaux, ils continuent à proliférer hors les murs, et beaucoup de gens les voient sur Internet, sur tel Tumblr, sur Pinterest, etc., et ont envie de les refaire. Donc voilà, c'est une question, par exemple, ça, moi, que je ne saurais pas trancher. Le deuxième, je vous laisse le Alors, le deuxième, lycée Turgot, je passe tous les jours devant, ils ont mis du temps, il était assez discret, parce qu'il y a ça aussi. Le graffiti discret est plus malin, parce que le graffiti en énorme, etc., il est vite effacé. Celui-là était un peu plus discret. Alors moi, je l'aime beaucoup parce que je crois que c'est une variante de Nique ta mère, la réinsertion, qui là est issue, disons, on va dire, de gens voilà, très, très énervés et qui ont un discours contre la réinsertion sociale, etc. Et j'aime bien cette variante parce que je crois qu'elle devrait être dans l'air du temps de comprendre qu'il faut arrêter de dire « nique ta mère » en permanence, parce que c'est vrai que c'est un peu fatigant, cette récurrence un peu sexiste, etc., même si elle peut être au 3e degré, etc. Je ne suis pas non plus puritain, mais j'aime bien que cette variante « nique ton père » voilà, déplace un tout petit peu le cœur, surtout dans une société patriarcale, le cœur du problème de la réinsertion. Alors ça serait, ou alors ça serait « nique ta mère, le réinsertion ». Enfin, on pourrait jouer comme ça sur les mots. Comme quoi, finalement, le débat sur les genres, il s'investit dans le détail de n'importe quel graffiti, quoi. Alors là, on est dans le graffiti poétique,
de quelqu'un qui a, alors c'est pas de l'art brut, ça, hein, c'est quelqu'un qui lui-même a une haute idée de sa vocation poétique. Donc il a vraiment écrit ses vers libres à lui sur le mur. Je pense qu'il doit penser qu'il est artiste. Oui, ça fait un peu poésie RATP. Et il doit penser qu'il est un grand poète. Donc voyez bien que je suis assez ironique parce que ça m'agace, parce que en même temps, je trouve ça un peu arrogant Ça, c'est et prétentieux. l'éditeur qui parle. Non, mais c'est un peu arrogant et prétentieux, cette espèce de poésie. Et en même temps, vu l'endroit où c'était, ça, c'était sur le marché Mabillon, un quartier assez chic, même très chic maintenant. Et voilà, il y a quand même une folie dans la prise de risque d'aller poser là. Et puis, incontestablement, et c'est ça quand même l'objet du graffiti, on se balade, j'allais m'acheter un sandwich à l'heure du déjeuner, et tout d'un coup, je vois ce truc-là. Et voilà, c'est assez fou quand même. C'est-à-dire que ça vous met la tête à l'envers quand même si ce n'est pas des vers inoubliables. Bon ben, voilà, ça crée quand même une infarctuosité, un accident dans la routine, dans le quotidien, et c'est aussi ça la fonction du graffiti, qu'on en apprécie la qualité d'écriture ou pas. Moi, je préfère quand c'est dysorthographique, un peu plus bordélique, et un peu moins pensé, et un peu moins voilà, prétentieux. Là, le cadre est clair. Ah oui, alors le cadre est clair. Alors en fait, ça, c'est un graffiti qui date il y a un an, mais dont je connais l'histoire très précisément. Parce qu'en fait, Donc il y a un an, donc la loi les manifestations voilà. contre la mais en première loi fait, travail. ça vient d'un mouvement très très antérieur qui devait être alors contre le CPE ou je sais plus enfin, je sais plus. Ça venait de mouvements mais qui ont une dizaine d'années. Hein, et qui s'étaient fait autour de la Sorbonne. Le premier, donc, c'était le travail, c'est le goulag plus la clim. Moi, je l'ai vu parce que c'est celui-là. Moi, comme j'ai toujours souci dans le livre de nommer la première occurrence, donc j'ai un peu regardé. Et voilà. Et donc ça, ben, moi, ça me fait énormément rire. Voilà, c'est cette espèce de, je pense, de façon de mélanger, enfin, de façon post-guerre froide, de dire ce que c'est que le capitalisme intégré. Je trouve ça, voilà, je trouve que c'est une punchline redoutablement brillante, je trouve. On vient de dépasser les 15 minutes, mais on se donne encore 1 minute pour le dernier. Enfin, le Alors, dernier. eh ben, le futur n'a pas d'avenir, très probablement. Là, c'était à Montreuil, celui-là. Alors ça, c'est un graffiti hyper récurrent qui a été beaucoup repris. Alors, celui-là peut totalement être fait par quelqu'un qui a lu religieusement l'insurrection qui vient du comité invisible avec amour et où, dans je ne sais où, à nos amis, et tout ça, l'a recopier parce qu'il a vu. C'est peut-être une citation donc, de quelqu'un qui est très très militant, etc., ou pas du tout. Ou finalement quelque chose là encore qu'il a vu sur Internet, puis il s'est dit le futur n'a pas d'avenir. Bon, ben, un des premiers graffitis c'était Nos futurs, donc il fait une espèce de collision entre une phrase poétique à la Éluard et le Nos futurs des punks. Donc on ne saura jamais si le degré de spontanéité, le degré de culture citative ou de spontanéité qui peut y avoir dans cette assez belle. Là, pour le coup, la graphie, elle fait assez penser au street art, au tag. Mais absolument, mais de toute façon, il y a vraiment des allers-retours entre les gens qui font du graphe, dont parfois on a du mal à lire les calligraphies subtiles, et tout ça, c'est quand même des mondes qui se croisent, qui s'influencent beaucoup plus qu'on ne croit. Hein. D'autres photos et d'autres graffitis, c'est à lire dans Tiens, ils ont repeint 50 ans d'aphorisme urbain de 1968 à nos jours. C'est publié aux éditions La Découverte. Merci beaucoup Yves Pagès. Merci.